Une vaste gamme de matériaux. Bois brut, tôle à toiture, tôle murale, pliage d'acier et d'aluminium sur mesure. Réalisez toutes vos idées. Passez nous voir en magasin ou visitez le matériauxouellette.com. Choix 98. 98. 1. L'original. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Les Radio X-Files. Présenté par Impact Alarme. Une solution complète pour vos besoins. Alarme intrusion, caméra de surveillance et contrôle d'accès. Soumission gratuite, résidentielle ou commerciale. ImpactAlarme.com. Radio X-Files. Avec Christian Page. Radio X. Qui peut tracer des formes géométriques de la taille d'un terrain de football? Quelle machine peut plier un pied de maïs sans le casser? C'est pas fait à la main, c'est trop parfait. Des animaux ces temps-ci ont un comportement bizarre, voire violent. Comme s'ils sentaient la présence d'un prédateur. Amman, Nairobi, Bangalore et Jérusalem sont les dernières La villes même touchées. émission sur toutes les chaînes. Sur toutes les chaînes? C'est le 18e signe apparu dans des champs de la région au cours des 3 derniers jours. Je suis pas rassurée. Toutes ces histoires à la télé. Et Joe Gibbs tout à l'heure qui parle de fin du monde. Il reste dans l'ombre. On appelle ça un repérage pour s'assurer que la voie est libre. Libre pourquoi? Pour le gros des troupes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les radios X-Files. Christian Page, bonsoir. Si je me trompe pas, c'est un extrait du film Sing, c'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Sign, sorti en Sign, 2002. oui, c'est ça. Sign pour le titre en anglais, ça mettait en vedette Mel Gibson. Oui. Et pourquoi on fait jouer en fait cet extrait? Ouais. Parce que cette semaine, c'est notre semaine de questions du public. Oui. Et j'ai eu une question à propos de ces fameux cercles céréaliers. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le film Sign. Bien sûr. En fait, l'intrigue tournait au départ par la présence de ces cercles céréaliers, donc ces figures plus ou moins esthétiques et artistiques qui apparaissent dans des champs. Et d'abord, lorsque le phénomène a été rapporté pour les premières fois, c'était surtout en Angleterre. Et puis rapidement, ce phénomène s'est répandu un peu partout à travers la planète. Et on continue encore aujourd'hui d'observer ces phénomènes de cercles. Okay. Et donc, une question du public, c'est effectivement, depuis le début de la saison estivale, là, disons à partir du mois de début mai, il y a effectivement des journaux qui ont dit, ben voilà, l'Angleterre s'est produit cercle de nouveaux crop circles, hein, pour utiliser l'expression anglaise. Et quelqu'un me demandait qu'est-ce que j'en pensais de ce phénomène des crop circles. On aurait pu faire une émission au complet sur le sujet. J'imagine, parce que tellement c'est un sujet qui est riche. Comme je l'ai mentionné, c'est un phénomène qui est apparu de manière médiatique, entendons-nous, là, au début des années 80. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas eu avant. D'ailleurs, déjà dans les années 60, il y avait eu des observations de ce qu'on appelait des nids de soucoupe. C'est le nom qu'on donnait à ça. Donc, en Australie, des gens qui avaient trouvé des surfaces de végétaux qui avaient été écrasées. Quelques témoignages disaient avoir vu des ovnis s'élever de ces traces avant qu'elles ne soient découvertes. On a eu un peu la même chose ici au Canada, là. Donc, une observation d'ovnis c'était en Saskatchewan, je crois, où des cercles avaient été apparus. Ouais, on au disait, Québec, si je me trompe pas, des cercles parfaits, là. Ouais, c'est ça. Donc, on a beaucoup... donc, à l'époque, lorsque il y a eu quelques phénomènes là, précédents les années 80 où des gens ont observé ces phénomènes de cercles dans les champs, puis c'est vraiment dans les années 80 où le phénomène d'abord commence par des cercles et ensuite le phénomène, à partir du moment où les médias en parlent, puis on en parle beaucoup à ce moment-là,
à partir du moment où les médias s'emparent de la chose, le phénomène va devenir plus complexe. On passe de cercles assez simples à des... Puis c'est amusant parce qu'au début, lorsqu'on a commencé à rapporter des cercles, on avait d'un côté les amateurs d'ovnis qui disaient c'est sûrement des extraterrestres, c'est sûrement des places où des ovnis ou des soucoupes volantes ont atterri, ont laissé ces marques dans les champs. Et puis, de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on avait des scientifiques qui proposaient des explications plus ou moins rationnelles et qui n'avaient rien à voir avec les extraterrestres. Là. Donc, je pense par exemple à un scientifique britannique qui s'appelait Terence Maiden, qui disait il s'agit peut-être d'espèces de mini-tourbillons de vent ou des vortex qui frappent comme ça les champs et qui couchent les plants de cette manière-là. Donc, on peut imaginer des espèces de micro-tornades qui vont produire ces phénomènes de cercle. Et puis, cette explication semblait être vraisemblable, pouvait tenir la route, jusqu'au moment où les cercles sont devenus plus complexes. Donc, assez rapidement, là, on est passé de simples cercles à des phénomènes, des doubles cercles reliés par un corridor, puis ensuite 3 cercles reliés avec des corridors, puis toutes sortes de figures plus ou moins complexes. Alors là, on comprend que le phénomène présentait des caractéristiques intelligentes et l'explication d'ordre naturel, le vortex, le micro-tourbillon, ça c'était éclipsé. C'était exclu, ouais. Forcément, ça devait être quelque chose d'intelligent qui provoquait ces phénomènes. Et puis donc, pendant plusieurs années, donc le phénomène a continué à diviser les milieux parce que les gens disaient, l'intelligence la plus proche, n'a pas besoin d'aller chercher sur une autre planète. Hein. L'intelligence la plus proche, c'est des plaisantins. Hein. C'est donc, il y a plus de chances que ce soit des plaisantins. Et d'autres disaient, non, ce sont des extraterrestres ou une intelligence étrangère. Et là, des gens allaient dans ces cercles. Certains avaient une espèce d'approche mystique. On s'assoyait dans le cercle, on canalisait les énergies. Des gens allaient là parfois aussi avec des baguettes de sourcier. Puis ils disaient qu'ils enregistraient des phénomènes étranges. D'autres, avec des appareils, disaient détecter plus de radiation ou de variation dans les champs magnétiques à l'intérieur des cercles qu'à l'extérieur des cercles. Donc, on avait toutes sortes... On avait un discours plus ou moins étoffé qui semblait attribuer à ces cercles des caractéristiques spéciales. Et puis puis de l'autre côté, bien sûr, il y avait ceux qui affirmaient qu'il devait s'agir de canulars. Et puis arrive, fin des années 80, finalement, la première révélation, deux sexagénaires qui vont dire, ils s'appellent Doug et Dave, Doug Bauer et Dave Chorley, qui vont sortir de l'ombre en disant, écoutez, c'est nous qui avons fait les cercles. Et là, il explique un peu, donc, devant les caméras de la télévision britannique, il montre un peu comment ils s'y sont pris. Hein, et c'est des instruments simples, une simple planche de foulage, une corde, 2-3 piquets, puis il explique un peu comment ils faisaient les cercles. Et évidemment, les gens disaient, oui, mais Doug et Dave n'ont pas pu faire certaines années, par exemple. C'est plusieurs dizaines, sinon des centaines de cercles qui ont été observés un peu partout en Angleterre et même à l'étranger. On en a eu des cercles céréaliers, on appelait ça des cercles crop circle. En français, on le traduit par cercle céréalier ou agroglyphe aussi. Donc, on en a eu au Canada, on en a eu d'ailleurs au Québec, on en a eu en Europe. Donc, on se disait, Doug et Dave n'ont pas pu faire tous les cercles à travers le monde. Là. Donc, alors, rapidement, ceux qui voulaient croire à une origine exotique des cercles ont éliminé ça en disant, Doug et Dave, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais d'un autre côté, il y avait ceux qui étaient plus prudents, qui disaient, attends une minute, là, Doug et Dave n'ont pas dit qu'ils avaient fait tous les cercles. Doug et Dave ont dit qu'ils avaient fait des cercles. C'est eux qui avaient parti le bal. Hein. Doug et Dave ont expliqué devant la télévision britannique qu'ils avaient commencé à faire des cercles à la fin des années 70, début des années 80, mais qu'à cette époque-là, ça n'avait pas suscité beaucoup d'intérêt. Mais ils n'ont pas lâché le morceau. Hein? Une fois, 2 fois par semaine, à la faveur de la nuit, ils allaient dans les champs avec les planches de foulage, faisaient des cercles. Ouais, ils s'amusaient à faire ça. Et éventuellement, ça a percolé, ça s'est retrouvé dans les journaux, et à partir de là, le bal était lancé. Donc, Doug et Dave disent, c'est nous qui avons parti le bal. Et puis, de tous les cercles qu'on observe, on en a fait la grande majorité. Et puis là, ils expliquaient devant la caméra comment ils s'y étaient pris. Des manœuvres assez simples. Hein. Et là, et rapidement, on s'est aperçu que d'autres groupes ont revendiqué avoir fabriqué de ces cercles. Ils se nommaient eux-mêmes les Circle Makers, les fabricants de cercles. Et c'était des gens qui se divisaient en petites équipes, 3-4 personnes, et qui, à la faveur de la nuit, allaient faire des cercles comme ça.
c'était un peu l'équivalent, eux appelaient ça du land art, de l'art de terrain, et ça rejoignait un peu la vision des gens, par exemple, dans les centres urbains, par exemple, des artistes urbains qui font des tags sur les murs de bâtiments. Hein. Chaque tagueur reconnaît son tag et entre eux, ils se reconnaissent par une espèce de signature. Oui. Donc, les crop circles, les circle makers faisaient exactement la même chose. Eux allaient dans les champs, faisaient des cercles. Et là, chacun signait un peu ses cercles avec une espèce de figure très particulière et chaque groupe reconnaissait une figure particulière, sachant quel groupe avait fabriqué tel ou tel cercle. Doug et Dave, par exemple, Doug Bauer, Dave Charlie, eux, ce qu'ils faisaient, leur signature, c'était toujours, il y avait dans toutes les figures qu'ils faisaient, il y avait un cercle qui était coupé en deux. Ce qui faisait comme 2 dés collés l'un sur l'autre. Doug et Dave, hein, DD. Donc, un 2 dés collés. Là. Ça faisait dans le fond, et ça se présentait sous forme d'un cercle avec une barre au centre. En fait, quand je dis un cercle, c'était plutôt un beignet, là, un anneau avec une barre au centre. Donc, ça faisait comme 2 dés à coller l'un sur l'autre. C'était leur signature. Donc, dès qu'on voyait un agroglyphe, un cercle céréalier avec cette figure, cet anneau coupé en deux, on savait que c'était un cercle qui était fait par Doug et Dave. Mais évidemment, cette explication-là n'a pas satisfait tout le monde. Et là, des gens disaient, OK, parfait, il y a des gens qui font des cercles la nuit, des circle makers, mais ils ne peuvent pas avoir fait tous les cercles. Et là, on sortait des éléments. Les éléments étaient de dire, certains cercles, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, avaient des variations dans les champs magnétiques, etc. Donc, il y avait des caractéristiques très particulières qui n'auraient pas pu être attribuées à un simple plaisantin. On se disait ça. Et d'un autre côté, on disait aussi que des cercles, des figures étaient tellement complexes et tellement grandes et que ces cercles, comme ils apparaissaient en une seule nuit, on voyait mal comment on aurait pu faire une figure, par exemple, qui aurait pu mesurer 300 mètres de long, qui pouvait représenter. Il y a certaines figures qui étaient composées, par exemple, de plusieurs dizaines de cercles de différentes grosseurs. Ils pouvaient s'étendre sur 200 ou 300 mètres de long. On se disait, ben là, c'est bien beau, là, mais pour pouvoir faire des cercles comme ceux-là, il aurait fallu toute une équipe de 50 personnes qui auraient travaillé pendant 8 heures à faire le cercle dans le champ. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. Comme les cercles apparaissaient en une seule nuit, ben, forcément, il devait y avoir une autre explication. Et les gens qui voulaient absolument y croire se tournaient vers une explication plus exotique, extraterrestre ou autre. Moi, je dois t'avouer que, dans un premier temps, en 2003, je tournais une série pour Z-Télé qui s'appelait « Enquête sur les ovnis ». Et je me suis retrouvé en Angleterre. On a consacré une émission justement à ces cercles céréaliers. Donc, je me suis retrouvé en Angleterre puisque c'était le foyer là, des cercles céréaliers. Et écoute, je te donne ma première impression. Là. On avait nolisé un petit avion, un petit Cessna qui nous a amené au-dessus des champs. On est dans le sud de l'Angleterre, donc on survole ces fameux champs. Et là, je vois l'ensemble des... Il y avait plusieurs cercles à ce moment-là qui étaient visibles du haut des airs. Et moi, quand je voyais ça du haut des airs, je me disais, waouh, c'est beau, c'est très esthétique, et moi, je ne serais pas capable de faire ça. Ça a été ma première réaction. Là. Et puis, quand je suis allé sur le terrain, donc l'avion se pose, ensuite on prend une voiture, on se rend sur place. Quand j'étais dans le cercle, je trouvais ça moins extraordinaire parce qu'on découvre que c'est pas aussi parfait. En vue du ciel, et dans bien des cas, on regarde des photographies, on a l'impression que c'est toujours parfait, puis les plans sont toujours pliés d'une certaine façon. Mais c'est pas tout à fait vrai. Quand on arrive sur le terrain, on s'aperçoit que c'est plus artisanal, si tu me permets l'expression. Moi, je comprends. Et donc, là, je regardais ça, je disais, wow, c'est pas si complexe que ça. Et puis, le hasard a fait que j'ai rencontré un circle maker. Donc, et là, lui me dit, ben écoute, pourquoi tu viens pas avec nous la nuit, on va en faire un cercle. Donc, 2 nuits plus tard, évidemment, tout ça se fait sous le couvert de l'anonymat, parce que tu comprends, si tu endommages le cercle, les champs d'un agriculteur, lui, ce blé-là, il en a besoin, soit parce qu'il le vend pour éventuellement faire du pain ou des trucs comme ça, ou bien il l'utilise pour faire de la moulée pour ses animaux. Puis toi, t'es là, tu saccages son champ, tu sais. Fait qu'évidemment, s'il y a une espèce de vandalisme que, bon, faut bien le reconnaître, mais j'ai quand même accepté. Je savais que c'était un peu illégal, mais j'ai quand même accepté d'accompagner les circle makers. Et là, j'ai vu l'équipe à laquelle j'ai participé, ils étaient 3. Donc, me joignant à eux, on était 4 ce soir-là. Et à 3,
ils ont fait en quelques heures, en 2 heures, 2 heures et demie, ils ont fait un immense cercle qui mesurait plusieurs dizaines de mètres de diamètre, avec plusieurs cercles les uns dans les autres. Le concept, le principe est très, très simple. Hein. Ils faisaient la figure sur une feuille avant, là. Donc avant qu'on se rende dans le champ, ils avaient déjà fait l'image, hein, le projet esthétique là, qui était sur une feuille, le plan. Et là, ils ne faisaient que transposer sur le terrain les mêmes dimensions. Donc 1 pouce sur une feuille ou 1 centimètre, ben, ça représentait 1 mètre sur le terrain. Donc, il ne faisait que reproduire cette figure-là. Et sur le terrain, il y avait comme quelqu'un qui allait se placer là, quelque part au milieu du champ avec une corde. Et à l'autre bout de la corde, lui, l'individu au milieu qui tenait le premier individu qui se place qui tient la corde, lui devient le piquet central. Et puis là, tu as l'autre individu à l'autre bout de la corde qui, lui, avec sa planche de foulage, va tourner autour en se rapprochant progressivement vers le centre. Et là, il va faire son cercle. Et ensuite, ils vont se déplacer un peu plus loin, vont faire un autre cercle de la même façon, plus grand, plus petit. Puis là, ils vont les relier par des corridors, toujours avec des planches de foulage. C'est excessivement simple à faire. Et j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, au niveau de la réalisation, ça se fait facilement. Et pourquoi on a l'impression que c'est toujours parfait? Ben évidemment, si quelqu'un tient une corde, toi tu tournes autour avec une planche de foulage, tu vas arriver avec un cercle à peu près parfait. Puis si ta planche, elle mesure, je sais pas moi, 60 cm de large, ben les corridors que tu fais, c'est 60 ou 120 ou 180 cm, puis ça va toujours être parfait. Ça va toujours avoir la même largeur, la même longueur, puisque la planche, elle varie pas en termes de longueur. Mais ce que j'ai aussi appris, c'est que ces cercles-là, contrairement à la croyance populaire, ils apparaissent pas en une seule nuit. Les circle makers me disaient que eux, ils choisissaient des terrains qui étaient des champs qui n'étaient pas visibles depuis la route. Et en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, évidemment, les agriculteurs ne vont pas inspecter leurs champs tous les jours. Tu comprends? Donc, on fait les semences, puis ensuite, le champ, on laisse les semences pousser, puis on y retourne 1 mois après pour voir comment ça se passe, ou faire les récoltes 2 ou 3 mois plus tard. Donc, on va pas dans le champ chaque semaine, là, ou chaque jour. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, ils choisissaient des champs qui étaient éloignés de la route. Et là, ils allaient une nuit dans le champ, et là, ils faisaient une figure. Et là, supposons que la figure était composée de 10 cercles qui mesuraient 100 mètres. Donc, grosso modo, 10 cercles sur 100 mètres. Et là, ils attendaient le lendemain, ils écoutaient la radio, regardaient les journaux, circulaient dans le secteur. Et là, s'ils voyaient que le cercle n'avait pas été découvert, qu'on n'en avait pas parlé à la radio, qu'on n'en avait pas parlé dans la presse, la nuit suivante, ils y retournaient et ils rajoutaient de nouveaux cercles, agrandissant à nouveau la figure. Et là, ils faisaient exactement le même exercice. Le lendemain, ils réécoutaient la radio, suivaient un peu l'actualité. Comme on ne parlait pas de leur cercle, ils y retournaient une 3e, une 4e ou une 5e nuit. Et là, la figure devenait tout à fait gigantesque. Et à un moment donné, quand ils étaient satisfaits, là, après 3 ou 4 nuits, c'est eux-mêmes qui appelaient les journaux. Ils appelaient en disant... sous le couvert de l'anonymat, hein, il disait « Oui, je suis pilote d'un petit avion Cessna, je ne veux pas vous dire mon nom, mais cet après-midi, je volais au-dessus d'un champ dans le Wiltshire et à tel endroit, et j'ai vu une figure dans un champ qui était fantastique. » Et là, évidemment, les journalistes allaient sur place, trouvaient le champ, prenaient des photographies, et là, soudainement, c'était la grosse nouvelle, un cercle céréalier, et on assumait que le cercle était apparu en une seule nuit. Mais c'est pas vrai. Les circle makers étaient retournés pendant plusieurs nuits. C'est simplement que l'agriculteur n'avait pas trouvé le cercle parce qu'il n'était pas retourné depuis 1 mois et demi dans son champ. Là. Tu sais, donc, il y a cette rumeur-là qui entretenait un peu une espèce de mythe autour de ça. Et ensuite de ça, dans les années... quelque part dans les années 90, pour répondre à la question, parce que des gens, on se disait, oui, OK, à un moment donné, ceux qui continuaient de croire, et ils sont nombreux encore aujourd'hui, là. Il y a encore une école, parce que, bon, évidemment, tu as compris que ma réponse, c'est que ces cercles-là sont l'œuvre de plaisantins. Oui, tout à fait. Mais il y a encore des gens qui maintiennent que ces cercles-là sont authentiques, puis lorsque ces cercles apparaissent de saison en saison, des gens y vont avec des broches de sourcier, vont faire des aoumes dans le cercle, et affirment qu'il y a des énergies
énergies extraordinaires. Mais parlant justement de ces énergies extraordinaires, on tenait le même discours dans les années 90, parce que quand, peu à peu, l'idée que ces cercles étaient faits par des fraudeurs a commencé à percoler dans l'imagination, ceux qui voulaient absolument défendre la version d'intelligence supérieure disaient OK, il y a des cercles qui sont faits par des plaisantins, on le reconnaît, mais il y a d'autres cercles qui sont authentiques. Mais si tu dis qu'il y a des cercles authentiques, évidemment, la démarche scientifique impose que tu puisses déterminer sur quoi tu te bases pour dire ça. Si à gauche, par exemple, tu as un cercle que tu dis ça, c'est un faux cercle, et à droite, tu as un cercle que tu dis être un vrai cercle, tu dois pouvoir me démontrer de manière très éloquente quels sont les critères sur lesquels tu t'appuies pour faire la distinction entre le vrai et le faux cercle. Et dans la plupart des cas, les gens disaient c'est mes baguettes de sourcier. On est tout à fait d'accord avec ça qu'une baguette de sourcier, c'est pas un outil très scientifique, là, parce que bon, tu sais de quoi je parle si je te dis baguette de sourcier. Là. Bon, évidemment, si tu penches tes poignets ou tu remontes tes poignets, les baguettes vont s'ouvrir ou fermer. Là. Tu sais, je veux dire, bon, c'est une question de manipulation de la baguette, ça. Là. Et ensuite de ça, eux disaient, bon, il y a des énergies, tout ça. Donc, dans les années 90, pour répondre à ces affirmations, il y a un groupe indépendant, un groupe de scientifiques qui s'est réuni, des gens, quand je dis des scientifiques, c'était des gens qui avaient des formations scientifiques, mais ils l'ont fait d'une manière, disons, bénévole et volontaire. Hein, c'est pas un travail qui a été fait financé par une université, là. Mais t'as des gens qui lisaient ces articles-là dans la presse, et je pense notamment ici à il y a un type, un Montréalais, Greg Kennedy, qui est attaché à l'Université de Montréal, qui s'intéressait au rayonnement électromagnétique, qui travaillait dans le domaine du nucléaire. Lui, il lisait ces trucs-là, puis ça l'intéressait. Et puis donc, divers scientifiques, je te dirais une quinzaine de scientifiques appartenant à différentes disciplines à travers le monde entier. Hein. Il y avait des Canadiens, il y avait des Américains, des Européens. Ces gens-là se sont réunis et ils ont formé un groupe qu'on a appelé le groupe Argus. Et ces gens-là se sont déplacés, sont allés en Angleterre un été, ils ont passé l'été au complet en Angleterre et ils ont inspecté une trentaine de cercles céréaliers. Et sur la foi également des gens qui y croyaient. Hein. Donc, ils accompagnaient ces gens-là. Ils disaient, OK, lequel est le faux cercle? Ça, c'est le faux cercle. OK. Et 2 kilomètres plus loin, là, il y a un vrai cercle. OK. Donc, ils passaient d'un cercle à l'autre. Et ces gens-là, comme ils étaient des scientifiques, ils amenaient avec eux tout un appareillage très sophistiqué qu'ils ont amené sur le terrain. Ils ont vérifié. Et pouet, il n'y avait absolument rien. Entre le vrai cercle et le faux cercle, il n'y a strictement rien qui permet de les différencier. Non seulement il n'y a pas d'énergie particulière, mais la façon dont les plantes sont pliées, parce que les tenants de l'hypothèse exotique, disons ça comme ça, disent « Oui, mais sur les vrais cercles, les plants sont pliés à la base d'une manière étrange, ou etc. » Oui, il y a des espèces de coquilles qui apparaissent, des espèces de repousses qui apparaissent sur les plants, tout ça. Mais en réalité, tout ça est à la fois vrai ou faux, c'est-à-dire que les courbures des plantes, elles sont pas toujours les mêmes, mais on retrouvait les mêmes caractéristiques autant dans des cercles que l'on disait vrai que dans des cercles qu'on disait faux. Quant à des espèces de boutures qui apparaissaient sur les plantes, on en a trouvé dans des soi-disant vrais cercles comme on en a trouvé dans des faux cercles. Bref, ultimement, les gens du projet Argus sont revenus en disant il n'y a strictement rien qui permet de distinguer un vrai cercle d'un faux cercle, si ce n'est la croyance des gens que dans tel ou tel cercle, il y a des énergies particulières qu'on ne peut pas mesurer, ou encore qu'il existe que ces cercles soient trop complexes ou trop mystérieux pour avoir été faits de main d'homme, ce qu'on n'a jamais démontré non plus. Donc, grosso modo, le dossier en est là. Maintenant, je te dirais qu'il y a un grand désaveu autour des cercles céréaliers. Je pense que même dans le milieu des amateurs d'OVNI, je te dirais qu'une grande majorité des gens voient maintenant les cercles céréaliers pour ce qu'ils sont. Donc du land art, donc de l'œuvre de terrain, qui sont faits par des artistes comme les taggers, des taggers urbains, mais rien de plus. Mais évidemment, il y a toujours une espèce de petit noyau, une communauté particulière qui, elle, continue de voir là-dedans l'œuvre des extraterrestres ou quelconque message ou signal là-dedans, mais il y a strictement rien qui permet d'affirmer qu'on est en présence de quelque chose d'exotique. Donc, pour répondre à la question de cet auditeur, non, pour moi, les cercles céréaliers, c'est un dossier clos qui relève davantage de l'artiste plutôt que du surnaturel. Mais bon, je comprends que des gens soient fascinés par ce sujet-là, parce que j'en ai
Certains de ces cercles, comme je le dis, on peut au moins souligner le côté très artistique de certains de ces artistes pour avoir réussi à faire ces cercles-là. Mais quand on sait que certains des cercles ont pu être faits pendant 3, 4 ou 5 nuits consécutives, on s'aperçoit que la dimension du cercle n'est pas si exceptionnelle que ça. En effet. Dossier réglé, Christian Page. Parfait. Au retour de la pause, il y a d'autres questions du public que tu aimerais aborder. Oui. Tu parlais de témoignages de pilotes. Je ne sais pas si c'est en lien avec... Ça c'est intéressant. Cette fois, ça c'est une question qui est tout à fait judicieuse. On en reparle après la pause. Donc, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98 Radio X. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. Le show du matin. Weekend. C'est aphrodisiaque pour moi. Avec Carbo. Ça n'a pas de bon sens. Samedi et dimanche, 6h. Radio X. Présenté par Tibi Taxi. Besoin d'un taxi rapidement? Ouvre et télécharge l'application Tibi Taxi dès maintenant. Simple, rapide et efficace. Tibi Taxi, on roule pour le Québec. Savourez les nouveautés de l'été dans vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec. Avec le bol au poulet style katsu, la salade asiatique saté et le fajitas d'été au poulet. Pro Performance Portneuf, votre nouveau concessionnaire Kawasaki dans la région de Portneuf. Pour un service attentionné et professionnel, c'est Pro Performance Portneuf. 931 Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Properformance.ca. Salut, c'est Boucher. Salut, c'est Lortie. Lortie, si je veux être confortable dans la maison cet été, je fais quoi? On commence par faire le tour de chez vous, la ventilation, l'installation électrique. Avant même de choisir la thermopompe? Exact, parce qu'une thermopompe performe vraiment quand tout le reste suit. Fait que c'est pas juste une question d'appareil. Non, c'est une question d'ajustement, de précision. Puis d'expertise. Et quand c'est fait comme il faut... Tu le sens. Thermopompe, énergie et optimisation... C'est notre affaire. Appelez-nous au 418-623-2323 ou faites une demande de service en ligne. Boucher, Lortie, c'est réglé. Vous rêvez d'un spa sans tracas qui s'occupe lui-même de son traitement de l'eau? Choisissez Arctic Spa. Fini les tests d'eau avec le système SpaBoy exclusif à Club Spa. Venez profiter de la grande vente du manufacturier Arctic Spa. Club Spa, une entreprise familiale depuis 45 ans, livraison partout au Québec. En 1970, Matelas Dauphin fabriquait, vendait et garantissait ses tout premiers matelas. 56 ans plus tard, Matelas Dauphin est devenu l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Pour souligner son 56e anniversaire, Matelas Dauphin vous offre des économies majeures sur ses matelas plus taxes payées. Économisez 490 $ sur le matelas Alcove format double en spécial à 599 $ taxes payées. C'est la vente anniversaire dans tous les Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise. Chez Jean Coutu, l'arrivée des week-ends ensoleillés donne toujours le goût d'économiser. Jusqu'à dimanche seulement, obtenez une carte cadeau Jean Coutu de 15 $ pour chaque 75 $ d'achat de cosmétiques. Et jusqu'au 10 juin, obtenez 10 fois les points moi à l'achat de 35 $ ou plus de soins solaires. C'est le temps de s'offrir tout un bouquet d'économies. En succursale ou en ligne chez Jean Coutu. Certaines conditions s'appliquent. Détails à jeancoutu.com. Les 11 et 12 juin prochains, Canabec vous invite à sa grande vente d'entrepôt. Payez le prix du gros sur nos viandes de cerf, bison, canard, kangourou, agneau, wapiti et plus encore. Faites changement du bœuf et profitez de rabais imbattables sur la cuisse de canard confite, le médaillon de cerf, le magret de canard ou le tomahawk de bison. Sur place, bénéficiez de nombreux items en liquidation. La grande vente d'entrepôt de Canabec, les 11 et 12 juin, au 115 rue des Grands-Lacs, à Saint-Augustin. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Assurance habitation, automobile, entreprise, vie, obtenez les meilleurs prix. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com. Pump it avec Sanivac. Pump it avec Sanivac. Sur ton chantier, dans ta cour, dans ton garage. Quand ça bloque, Sanivac débarque. Tes toilettes, pump it. Tes égouts, pump it. Drain de garage, pump it. Trappe à graisse, pump it avec Sanivac. Sanivac. Toilettes portatives, ouais. Roulotte sanitaire, hydro-excavation. Tout ça avec Sanivac. Sanivac. On pompe tout, on nettoie tout, on livre partout. Pump it. Un seul appel, on s'occupe du reste. Pump it avec Sanivac. Sanivac, pump it.
Walmart offre des chutes de prix estivales et autres pour vous faire économiser encore plus. Économisez 33 % sur une boîte de 284 ml de soupe Campbell's, maintenant seulement 98 cents chacune. Trouvez d'autres chutes de prix en magasin et dans l'application Walmart. Depuis 25 ans, Rampe Gardex redéfinit vos espaces extérieurs. Patio, terrasse ou piscine à sécuriser avec style, découvrez nos promotions 25e anniversaire dans nos 2 salles de montre, Boulevard Amel à Québec et rue Albert-Dion à Lévis. Rampe Gardex, fiez-vous sur nous. Cet été, direction la crèmerie Fromagerie Victoria pour de la crème glacée de qualité faite avec de la vraie crème. Pour la famille, profitez de notre promo qui a de la twist. 2 petites molles enrobées et 2 mini-molles pour seulement 12 $. De quoi gâter tout le monde sans se ruiner. Ce n'est pas tout. Découvrez nos nouveautés estivales. Coulis pêche et mangue fait de vrais fruits. Le retour de nos flotteurs glacés pétillants et chaque lundi, une nouvelle saveur de crème glacée. Fromagerie Victoria, en salle à manger, au service au volant et en livraison. Vous voulez des deals? Damn good deal. Des gros deals. Radio X. Découvrez l'encore Radio X en ligne au radiox.com. RadioX.com. Des aubaines de fou. Forfait lavage VUS offert par Lavoto Rendez-vous. Barbecue Founders Série 4 offert par Monsieur le Fumeux. Forfait familial offert par Aquapark H2O. 3500 $ chez Portignac. Plein de certificats cadeaux pour des restos, services et bien plus. Tout ça à partir de 25 % de la valeur seulement. Mais attention, l'encore se termine le dimanche 14 juin. Cliquez et misez dès maintenant au radiox.com, onglet Encore. Radio X. Les Radio X-Files. Présenté par Impact Alarme. Une solution complète pour vos besoins. Alarme intrusion, caméra de surveillance et contrôle d'accès. Soumission gratuite, résidentielle ou commerciale. ImpactAlarme.com. Radio X-Files. Execute program. Avec Christian Page. Radio X. On est de retour dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 heures Radio X. Juste avant la pause, on disait que l'émission de ce soir est consacrée aux questions du public. Et il y a des questions concernant, Christian Page, des témoignages de pilotes qui sont crédibles ou non. Et aussi, si on a le temps, les grottes de Barabar. Oui. Bon, commençons d'abord par l'histoire des pilotes. C'est assez amusant parce qu'un auditeur m'écrit en me disant « Monsieur Page, en termes, disons, un peu plus agressifs que ça, mais il me dit, bon, vous parlez des deux côtés de la bouche parce que, bon, il y a 2 ans, par exemple, quand on a parlé des témoignages au Congrès américain, il y a eu le témoignage d'un certain David Fravor, qui était un pilote. Et vous avez dit, c'est crédible parce que c'est un pilote. Puis là, vous dites aujourd'hui que les témoignages des pilotes sont pas crédibles, sont pareils à ceux de monsieur et madame tout le monde. Ce qui est tout à fait vrai. Et ça mérite quand même une précision. Donc d'abord, les témoignages des pilotes. Prenons par exemple le cas de David Fravor, qui a témoigné en 2022, je crois, qui a témoigné devant le Congrès américain, sur une expérience d'OVNI qu'il a vécu lui-même. Hein. Bon, c'est un pilote de chasse américain. Il est dans la US Navy. C'est un homme, disons qu'il il a toutes les médailles, toute la notoriété nécessaire. C'est un bon pilote, c'est un bon officier. Et puis donc, en 2004, alors que les forces de la US Navy participaient à des opérations militaires au large de San Diego, les bateaux patrouilleurs, je pense que c'était le USS Princeton et le Nimitz, ont capté sur leur radar la présence d'aéronefs inconnus. Et à ce moment-là, il y avait des appareils, de mémoire, c'était des F-16 qui étaient en vol, et Fravor était sur l'un de ces F-16. Donc, et là, on communique avec lui, puis on lui dit, ben voilà, on a détecté ces aéronefs inconnus, donc ce serait intéressant d'aller voir de quoi il s'agit. On comprend qu'on est dans une zone, comme il y a des manœuvres militaires, il est interdit d'avoir des aéronefs extérieurs aux forces militaires d'être là. On comprend, le secteur est militarisé. Alors, David Fravor, sur un de mémoire, là, comme je dis, je pense que c'est un F-16, lui est sur un des appareils et il y a une collègue, Alex Dietrich, une femme pilote, qui, elle, est sur l'autre appareil. Donc, on a ces deux F-16 qui se lancent à la poursuite. Ils vont essayer d'aller voir de quoi il en retourne pour ces fameux aéronefs. Et David Fravor va raconter, c'est un peu l'essence du témoignage qu'il va livrer au Congrès américain. Il dit alors qu'il approche de la cible
cible, il voit à ce moment-là un objet qui ressemble à un tic-tac, hein, la fameuse pastille, là, la menthe tic-tac. Oui, OK. Et ça ressemble à ça. Il dit, ça fait plusieurs mètres de long. Il ne voit aucun système de propulsion, simplement le tic-tac, appelons ça comme ça. Il dit qu'il se tient au-dessus de l'eau, à quelques mètres au-dessus de la surface de l'eau, et de son cockpit de chasseur F-16, là, il voit en dessous du tic-tac, il voit que l'eau semble réagir ou bouillonner, comme s'il y avait quelque chose sous la surface de l'eau ou une interaction entre le fameux tic-tac et la surface de l'eau. Alors, il plonge vers l'objet en question pour mieux le détailler, et au moment où il amorce sa manœuvre, l'objet, le tic-tac, s'envole à très très grande vitesse et s'éloigne dans le ciel pour disparaître. Dans son témoignage, David Fravor, bon, entendons-nous, là, il témoigne au Congrès américain, on est en 2021 ou 2022. Donc, on est quand même, comme l'événement s'est produit en 2004, on comprend bien qu'on est 15 ou 16 ans ou 17 ans après les événements. Donc, évidemment, il y a toujours la faiblesse du témoignage au niveau de la mémoire. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Je veux dire, le temps s'écoule. Il raconte en 2022 un événement qui s'est produit en 2004. Donc, quelque part, il est possible que la mémoire ait été un peu colorée. Lui, il dit avoir vu l'objet pendant à peu près 1 minute. Alex Dietrich, qui a été questionné sur quand l'affaire est sortie dans les journaux, évidemment, Alex Dietrich, la femme pilote qui était sur l'autre F-16, elle aussi a été questionnée et elle confirme cette observation. Elle dit, oui, je l'ai vu l'objet, là. Ça ressemblait à un tic-tac, là, puis c'était au-dessus de l'eau. Sauf qu'elle, elle l'a vu moins longtemps. Elle l'a vu peut-être entre 10 et 20 secondes au maximum. Elle n'a pas vu l'ensemble des manœuvres que raconte David Fravor, mais elle confirme à tout le moins qu'il y avait la présence de ce curieux objet en forme de tic-tac. Donc, quand David Fravor fait ce témoignage-là, même si on tient compte du fait qu'il y a quand même une quinzaine d'années qui se sont écoulées, pratiquement 20 ans qui se sont écoulés depuis les événements, et on doit accepter le fait que la mémoire a pu se colorer avec le temps. David Fravor est comme n'importe qui, là, sa mémoire, la mémoire vient à un moment donné se colorer, puis elle peut faire défaut, là. Mais oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'avais parlé de ça, j'avais dit, c'est un témoignage qui est excessivement crédible parce que c'est celui d'un pilote. Et plus récemment, quand on a parlé des dossiers rendus publics par le gouvernement américain, j'ai dit, ouais, on nous présente ces témoignages-là avec ce que l'on appelle le préjugé favorable, en disant, ce sont des pilotes qui ont vu ça, donc ça doit être plus vraisemblable, alors que c'est pas vrai. Des études montrent que l'on soit pilote ou chauffeur de taxi, on est devant l'inconnu, on est tous pareils. Alors là, les gens ont l'impression que je parle des deux côtés de la bouche. C'est pas tout à fait vrai. Ouais. Faut préciser. Dans un premier temps, quand on parle des témoignages, que ce soit des témoignages d'un pilote ou les témoignages d'un policier, disons que le témoignage, on pourrait le diviser en 2 volets. On a la crédibilité du témoignage et l'acuité du témoignage. Bon, au niveau de la crédibilité du témoignage, on comprend qu'un pilote ou un policier a moins de chances d'être tenté de raconter un bobard pour faire de l'argent ou faire parler de lui. Tu comprends? Monsieur et madame tout le monde, bon, monsieur Urtibise, au coin de la rue, peut bien dire qu'une soucoupe volante s'est posée dans son champ puis qu'il est enlevé par les extraterrestres. Peut-être qu'il a envie de faire parler de lui, il a envie d'attirer l'attention sur lui, éventuellement, il a peut-être l'intention d'écrire un livre. Bon, tu comprends? Il peut y avoir 1001 motivations pour que quelqu'un raconte une histoire comme celle-là. Ou bien, monsieur Urtubise peut souffrir de problèmes mentaux puis de raconter son histoire. Donc, au niveau de la crédibilité, quelqu'un qui n'a rien à perdre peut raconter n'importe quelle histoire. Alors qu'on comprend qu'un policier ou un pilote, à partir du moment où il livre un témoignage comme celui-là, ben évidemment, c'est sa carrière qui est en jeu. Tu comprends? Le pilote, il n'ira pas raconter une histoire de même s'il n'a rien vu. Là. Il racontera pas ça pour se rendre intéressant. Là. Il met sa carrière de pilote en jeu. C'est exactement la même chose pour des policiers. Moi, je me rappelle une histoire de poltergeist. J'en ai souvent parlé à l'émission parce que c'est une histoire qui m'avait beaucoup impressionné. C'est des policiers à St. Catharines, en Ontario, qui ont été témoins pendant plusieurs nuits, plusieurs soirées consécutives, ont été témoins de phénomènes de poltergeist dans un petit appartement de Church Street qui se trouve à St. Catharines, en Ontario. Et ils l'ont rapporté noir sur blanc dans leur rapport. Donc, tu comprends que les policiers, à partir du moment où tu le mets
dans ton rapport, tu sais, le policier écrit « Je suis arrivé dans l'appartement en question, il y avait un lit qui flottait au milieu de la pièce. » Bien évidemment, il faut qu'il soit certain de son truc et risque d'être jugé par ses collègues policiers le lendemain matin qui vont lire son rapport, vont dire « Écoute, Marcel, ça va un coup, tu sais, je dis, peut-être que t'es dû pour des vacances. » Et il laisse derrière lui une trace écrite. Hein? Je veux dire, il y a un document, là. Il va devoir répondre à ses supérieurs. Ils vont dire « Écoute, mon Marcel, on a lu ton rapport, là. Le lit qui flottait au milieu de la pièce, c'est un peu étrange, ça, là. » Donc, sur le plan de la crédibilité, oui, un témoignage d'un policier ou le témoignage d'un pilote, ultimement, il y a toujours un doute possible, mais c'est sûr que ce sont des témoignages qui, sur le plan de la crédibilité, ces gens-là ont plus à perdre que monsieur et madame tout le monde. Donc, si moi, tu me dis, entre monsieur Urtibise qui dit qu'il a vu un ovni et un pilote qui dit avoir vu un ovni, ben, j'ai l'impression que le pilote a beaucoup plus à perdre en racontant une histoire comme celle-là publiquement. Donc, sur le plan de la crédibilité, le témoignage me paraît plus crédible. Mais... quelqu'un a déjà dit que vaut la crédibilité d'un témoignage quand en réalité c'est l'acuité qui compte. Et c'est là que l'histoire se joue. Les études montrent que même si le pilote, puis on ne doute pas de sa sincérité, là, puis je doute pas de M. Urtibise aussi peut raconter une histoire réelle, là. C'est pas là la question. Mais si on considère qu'un témoignage d'un policier ou d'un pilote est plus crédible, à tout le moins qu'il a moins de chances de raconter des bobards, ça ne veut pas dire que ce qu'il raconte est vrai pour autant. Et il est là le problème. Toutes les études montrent que l'on soit un chauffeur de taxi ou un pilote d'avion, et c'est là qu'il faut faire la distinction, c'est les évaluations de ce qui est rapporté qui risquent d'être erronées. Parce que, que l'on soit un pilote, entendons-nous, le pilote qui est dans son appareil, avant de rapporter une histoire d'ovni, il doit être certain qu'il a vu quelque chose qui l'a intrigué. Mais maintenant, qu'a-t-il vu? C'est là la question. C'est le point d'interrogation. Et les études montrent que si on ne sait pas ce que l'on observe, toutes les interprétations que l'on va donner ou les évaluations qu'on va faire, que l'on soit un pilote ou qu'on soit un chauffeur de taxi, sont au même niveau. Hein? Un pilote dans un F-16 ou un F-18 sait à quoi ressemble un avion commercial. Hein. Par exemple, il en a déjà vu, alors qu'il est dans son avion, il a pu voir, par exemple, un Airbus 320, ou là, je parle d'un pilote de chasse, mais ça peut être aussi un pilote commercial. Hein. Un pilote d'Air Canada, par exemple, sait reconnaître en vol à quoi ressemble un Airbus, un Boeing 737, un Boeing 747. Tu vois, il y a une vision de ça à quoi ressemble. Et à partir du moment où il est dans son cockpit, pilote de chasse ou pilote d'avion civil, à partir du moment où il est dans son cockpit et qu'il voit au loin un Airbus 320, qu'il le reconnaît par la forme, par le nombre de moteurs, etc. Il dit « Ah, ça c'est un Airbus 320 ». Comme il sait de quoi il parle, il peut évaluer sa distance. Il peut dire « Ben là, je l'ai vu, ça c'est un Airbus 320 et... par la grosseur dans mon champ visuel, ben, je peux te dire qu'il est à 10 ou 15 km. Tu comprends? Parce qu'il sait ce qu'il observe. Mais s'il observe une lumière dans le ciel, ben, cette lumière-là, il ne sait pas ce que c'est. Donc, comme il n'y a pas de référence, il ne sait pas ce qu'il voit, il ne sait pas si cette lumière-là est à 500 mètres, si elle est à 5 km ou à 50 km. Et c'est vrai aussi pour le chauffeur de taxi qui lève les yeux au ciel, puis il voit une lumière dans le ciel. Est-ce que cette lumière est à 50 mètres au-dessus de sa tête ou est-ce qu'elle est à 5 km au-dessus de sa tête? Donc, à partir du moment où tu ne sais pas ce que tu observes, toutes les évaluations que tu vas donner risquent d'être erronées. Le pilote, il ne sait pas ce qu'il voit. Donc, s'il assume... Hein, il dit, bon, je sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que la lumière est à 10 km ou à 100 km? J'en ai aucune idée. Donc, à partir du moment où il assume qu'il se dit, bon, OK, à mon avis, et là, c'est à mon avis, cette lumière-là est à 10 km. Donc, si elle est à 10 km, j'évalue que la vitesse qu'elle doit avoir pour traverser l'horizon est de l'ordre de 500 km/h, par exemple. Mais en réalité, il ne le sait pas. Peut-être que cette lumière-là est beaucoup plus loin qu'il l'imagine. Et si elle est plus loin, donc l'objet se déplace plus vite. Et si elle est plus près, l'objet se déplace beaucoup moins vite qu'il l'évalue. Donc, ce sont ces évaluations qui risquent d'être erronées. Et à ce niveau-là, que l'on soit pilote, que l'on soit un policier ou que l'on soit un citoyen lambda, un chauffeur de taxi, les évaluations dans un témoignage, si on ne sait pas ce que l'on observe, peu importe le métier que l'on pratique, peu importe notre profession, toutes les évaluations risquent d'être erronées.
Donc, on a ici, si on prend nos témoignages de pilotes, on peut les diviser en deux. Sur le plan de la crédibilité, oui, un pilote va être, somme toute, plus crédible parce qu'il a plus à perdre qu'un citoyen lambda à partir du moment où il raconte une histoire d'OVNI. Mais maintenant, notre question n'est pas de savoir s'il est honnête ou non, la question est qu'a-t-il vu? Et là, à partir du moment où il ne sait pas ce qu'il observe, s'appuyer sur son témoignage pour dire « Ah, ben ça devait être un objet qui devait mesurer 5 mètres de long, qui devait se déplacer à 2500 km/h », tout ça doit être pris avec beaucoup de pincettes parce que toutes les études montrent qu'à ce niveau-là, les évaluations risquent d'être erronées. Donc oui, c'est vrai que placé comme ça dans une conversation, le lundi, je dis que les témoignages sont pas crédibles, puis le mardi, je dis qu'ils sont crédibles. Ça donne l'impression qu'on parle des deux côtés de la bouche. Mais bon, quand je disais que le témoignage de Fravor était un témoignage crédible, ben c'est dans le sens que c'est un pilote chevronné, c'est un homme qui a une longue carrière militaire devant lui, donc c'est sûr que ce qu'il raconte, c'est ce qu'il croit avoir vu. Il n'y a aucun doute qu'il croit avoir vu ce phénomène mystérieux, et il le raconte avec le meilleur souvenir qu'il a. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces évaluations, quand il dit l'objet mesurait 5 mètres, il était à peu près à 10 mètres au-dessus de l'eau, il s'est déplacé à grande vitesse, bon, en fait, tout ça doit être pris avec beaucoup de circonspection, puisque il sait pas ce qu'il observe, fait qu'il sait pas vraiment quelle est la grosseur de cet objet-là, c'est pas quelque chose qui lui est familier, il peut pas... Et là, si l'objet est plus long, ben en fait, il est plus près de la surface de l'eau, ou plus haut de la surface de l'eau. Et s'il est plus près de son avion qu'il ne l'imagine, ben, la vitesse d'accélération de l'objet est beaucoup moins grande que celle qu'il a évaluée. Donc, à partir de là, le témoignage doit être pris avec beaucoup de parcimonie parce que il ne sait pas jamais ce qu'il sûr de voit. rien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je trouvais que c'était une très bonne question. C'est vrai que ça peut donner l'impression qu'on parle des deux côtés de la bouche, mais en réalité, c'est sur deux aspects différents du témoignage dont il est question ici. Maintenant, bon, écoute... Il nous reste quoi? 7-8 minutes, là, 10 minutes. Je voulais te parler, un auditeur m'écrit si j'avais déjà entendu parler des grottes de Barabar. Et effectivement, bon, c'est un truc que l'on retrouve souvent dans le genre d'émission, là, tu sais, nos ancêtres, les extraterrestres, puis ce genre de trucs-là. Donc, j'ai dit oui, oui, je connais, puis bon, le sujet m'amuse un peu. Bon, qu'est-ce que c'est, hein, pour les gens qui nous écoutent, de quoi il est question? Si vous êtes des gens qui suivez avec assiduité l'émission Nos ancêtres les extraterrestres, vous avez peut-être entendu parler de ces cavernes. On les appelle aussi les grottes de Kalitika. Ça se situe dans le nord-est, oui c'est ça, le nord-est de l'Inde, dans la partie très nord-est de l'Inde, dans une province, hein, c'est l'état du Bihar. Et ce sont des cavernes, c'est un ensemble de cavernes qui ont été creusées quelque part entre l'an 320, là, on s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis pour une année ou deux, là, mais entre l'an 320 et 185 avant Jésus-Christ. Ce sont un ensemble de cavernes, ce n'est pas qu'une caverne, c'est un ensemble de cavités qui ont été creusées dans des montagnes qui sont faites de granit. En fait, tu peux t'imaginer, en termes géologiques, on dit des dos de baleine. C'est un peu à quoi ça ressemble. C'est une espèce de monticule en granit. Et on a creusé à l'intérieur de ces... Puis du granit, c'est une pierre qui est excessivement dure. Et on a creusé à l'intérieur des cavités. Il y a donc 4 cavités qui sont creusées dans la colline de Barabar, d'où le nom de caverne ou grotte de Barabar. Il y en a 3 autres dans une colline voisine, en fait voisine à 1 kilomètre de distance, 1,5 km de distance, qu'on appelle la colline de Nagarjuni, là où on a 3 cavernes semblables qui ont été creusées. Et enfin, on en a 2 autres à Rajgir, qui se trouvent un peu plus loin, où là aussi, on a 2 cavernes creusées comme ça dans un immense bloc de granit. Et ces grottes ont toute une finition. Là, quand on entre à l'intérieur, bon, ils ont des chambres. Généralement, c'est une chambre de forme rectangulaire. Et le toit, le dessus, là, le plafond est fait un peu en voûte. Et ces cavernes ont une finition du granit là tellement fine qu'on dirait presque un effet miroir. Là. Quand tu es dans la caverne puis tu regardes le mur, là, il est excessivement lisse, c'est pratiquement là, comme un miroir. Un peu comme lorsque tu te rends dans des bâtiments, par exemple, avec des planchers, par exemple, en arbre, tu as comme un peu cet effet là, de lissage et de miroir. Tu peux voir ton reflet dans le marbre du plancher. Mais dans le cas ici, tu peux voir littéralement ton reflet dans la finition du granit.
Et là, ben évidemment, comme je l'ai mentionné, ces fameuses cavernes, elles forment 4 groupes, quatre groupes de cavernes qui, à peu près, ce sont des cavernes qui ont été développées pour servir de réunions de culte. Hein. C'était des lieux de culte avec cette finition. Et là, quand les gens nous en parlent, quand on retrouve ces histoires de cavernes dans le milieu de nos ancêtres, les extraterrestres, on nous dit, ben voilà, c'est tellement une finition fine avec du granit qu'il serait impossible de fabriquer un objet comme celui-là avec des outils de l'époque. Donc, on a usé obligatoirement d'une technologie extraterrestre ou du futuriste pour arriver à ça. Et ça, c'est là que ça devient un peu malhonnête, parce que c'est pas tout à fait vrai, là. Quand on regarde, par exemple, les grottes de Barabar, là, comme je t'ai mentionné, il y a 4 cavernes qui ont été 4 grottes qui ont été creusées, qui sont artificielles. Et bon, les 2 cavernes dont on parle le plus souvent, c'est la caverne de Lomas Rishin et l'autre qui s'appelle Sudana. Et dans les 2 cas de ces 2 cavernes, lorsqu'on entre à l'intérieur, on voit cette espèce de chambre rectangulaire et cette finition granite qui était très, très, très fine. Mais dans les faits, ce qu'on te montre pas, par exemple, c'est dans la caverne de Lomas Rishin, l'une des 2 cavernes qui est plus populaire. Puis en fait, celle-là est probablement la plus populaire parce que elle a une porte ouvragée. Hein. Les autres, c'est simplement un trou dans le roc. Tu rentres dedans et tu es dans la caverne. Alors que la caverne de Lomas Rishin, il y a une porte ouvragée là, qui est magnifique. Et là, on entre dans la caverne. Et là, quand on nous montre ça, bien évidemment, on nous montre les murs de granit qui ont été qui sont bien lissés, un effet miroir. Et là, on nous dit, ben voilà, c'est impossible à reproduire ça. Ce qu'on ne te montre pas, c'est qu'il y a une autre partie dans cette même caverne, dans cette même grotte, il y a une partie qui est inachevée. Donc, on voit le travail des ouvriers, des tailleurs de pierre. On voit l'ébauche. Ils n'ont pas terminé le travail, donc le plancher est moins bien fini, les murs sont moins bien lissés. Ce qui nous montre donc qu'il y a une évolution dans le travail. Hein. Et ensuite de ça, dans le cas de la caverne de Sudana, ben elle, évidemment, c'est la plus parfaite parce que elle, tous les murs, tous les planchers sont parfaitement lisses. Mais ce que l'on peut reprocher aux gens qui nous montrent ça, et c'est là un peu, à mon avis, qui est la malhonnêteté, c'est qu'on nous montre les cavernes qui sont bien terminées, qui sont bien lissées. Et là, on nous dit, ben voilà, c'est forcément une œuvre par des extraterrestres ou une super civilisation. Mais quand on visite les autres cavernes, on peut voir l'évolution du travail. Hein. Il y a deux grottes, par exemple, qu'on dit les cavernes de Sunbandar, qui sont un peu plus éloignées. Et là, on voit que ce sont probablement des cavernes, les premières cavernes de ce type-là qui ont été faites, et on voit qu'elles sont beaucoup moins achevées. Hein, les murs sont un peu rough, si tu me permets l'expression, et le plancher aussi. Donc, on voit qu'il y a une évolution dans le travail. On n'est pas arrivé à ce travail-là de polissage du granit. Et quant au polissage du granit, non, on n'a pas besoin de faire appel à des extraterrestres. Ce que l'on voit là, c'est visiblement un savoir-faire qui a été emprunté aux Grecs et aux Perses et qui a été amené en Inde durant les conquêtes, une technique qui a été de polissage du granit, qui a été amenée en Inde lors des campagnes d'Alexandre le Grand. Et donc, on a initié des ouvriers, des tailleurs de pierre à ces techniques de polissage et ils les ont simplement appliquées. Et quand on visite l'ensemble des cavernes, ben, on peut voir l'évolution du travail et des techniques de polissage qui ont été amélioré, disons, par les tailleurs de pierre. Et quand on regarde cette histoire de caverne de Barabar, ça me fait penser on fait exactement le même jeu avec les pyramides d'Égypte. Quand les amateurs qui nous disent, bon, les pyramides ont été construites par des extraterrestres et tout le reste, ils tournent toujours leur attention vers la grande pyramide de Khéops, ou la pyramide de Khufu, là, de son nom égyptien. C'est une structure extraordinaire, là. J'y suis allé. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les pyramides. Pas encore. Les auditeurs qui nous écoutent, écoute, quand tu es au pied de la Grande Pyramide, c'est une montagne faite de main d'homme, là. 147 mètres de haut, 2 500 000 blocs de pierre, 65 millions de tonnes de roches ont été déplacées pour faire la pyramide, puis elle semble à peu près parfaite, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait un revêtement qu'elle n'a plus maintenant, mais à l'époque, les parois étaient particulièrement lisses, et les pierres, à la base, on avait du granit, et ensuite, on avait comme une pierre de calcaire qui recouvrait la pyramide. Elle pouvait être vue, elle était toute blanche, elle était visible depuis des dizaines de kilomètres. C'était une œuvre colossale. Et là, on nous dit, ben voilà, c'est la pyramide, puis
c'est un peu comme si ces gens-là essayaient de nous faire croire que les pyramides, la pyramide de Khéops, par exemple, sa perfection, c'est arrivé du jour au lendemain. Tu sais, qu'un architecte s'est levé un matin, là, puis il a dit, ben, on fait ça, puis c'est la perfection. Alors que c'est pas vrai. Quand tu visites l'Égypte, tu t'aperçois que plus tu recules dans l'histoire, hein, parce que la pyramide de Khéops, la pyramide de Khufu, c'est une pyramide qui a été construite, là aussi, on s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis, là, mais grosso modo, 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, cette pyramide-là, 2500 ans. Mais si on recule dans l'histoire à 2800, à 2900, à 3000 ans avant Jésus-Christ, on voit l'évolution. Hein? On voit que les premiers Égyptiens se faisaient enterrer dans des espèces de plateformes en pierre qu'on appelait un mastaba. Puis à un moment donné, arrive un pharaon, Djoser, qui lui se dit « Moi, je veux une pyramide plus grosse. » Donc, on va empiler des mastabas. On va fabriquer à ce moment-là ce qui va devenir la première pyramide à degrés. Et ensuite de ça, un de ses successeurs, Djoser, lui, va dire, Djoser, qui est d'ailleurs le père du pharaon Khufu, Khéops, lui, il dit, moi, je vais avoir une pyramide avec les murs lisses. Puis il va en faire construire 3, pas une, mais 3. Et l'une d'entre elles, qu'on dit la pyramide rhomboïdale, montre un défaut d'architecture très marqué. Hein? La pyramide, on voit qu'à peu près aux 2/3 de ses murs, les architectes se sont rendus compte que le monument était en train de s'effondrer de l'intérieur. Donc, ils ont accéléré la courbure, ce qui donne à la pyramide une curieuse forme bizarroïde, d'où le nom de pyramide rhomboïdale. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Les Égyptiens ne sont pas arrivés avec la perfection du jour au lendemain. Là. C'est pas comme si tu dis, je vais construire une voiture. Tu sais, quand on a construit les voitures, on a commencé d'abord par un Model T avant d'arriver avec la Ferrari. Ben, c'est un peu la même chose ici, là. Au niveau des pyramides d'Égypte, on a commencé avec un Model T avant d'arriver avec la Ferrari. Et c'est exactement la même chose avec les grottes de Barabar. On a commencé avec des modèles moins bien définis pour arriver finalement avec des œuvres les plus perfectionnées. Et si c'était l'œuvre des extraterrestres, on ne verrait pas cette évolution-là dans le travail. Tu sais, les extraterrestres seraient arrivés, puis bang, ils auraient sculpté les murs au laser, merci, bonsoir, on s'en retourne. Tu sais. Donc, quand on voit l'évolution du travail, on voit bien que c'est l'apprentissage de techniques tout à fait humaines qu'on a développées au fil du temps pour arriver à des œuvres qui nous semblent à peu près parfaites. Voilà. Fort intéressant, Christian Page. Et on va se dire à la semaine prochaine. Et si je ne me trompe pas, ce sera, je crois, la dernière émission de la saison. Oui, je crois qu'en effet, ce sera la dernière émission de la saison. En tout cas, on va vérifier avec eux. Oui, c'est pas la dernière, ce sera l'avant-dernière. Oui, c'est ça. On va vérifier, mais on arrive, c'est vrai que la saison tire à sa fin. Alors, je te souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Merci. Salut. Bye. C'était les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bougez pas, au retour de la pause, c'est la Sexploratrice. Radio X-Files. Avec Christian Page. Radio X. Les Radio X-Files. Présentés par Impact Alarme. Une solution complète pour vos besoins. Alarme intrusion, caméra de surveillance et contrôle d'accès. Soumission gratuite, résidentielle ou commerciale. ImpactAlarme.com. Le Carbo. Show. Avec Allô? Carbo. Oui, c'est Carbo. Lundi au jeudi, 18h. Radio X. Le Carbo Show présenté par Inspection DMI. L'achat d'une maison, c'est le plus gros achat d'une vie. Avant d'acheter, faites inspecter par Inspection DMI. Recommandé, CAA Habitation. Capsule. Radio X. Le 9 juin, pour fêter son 14e anniversaire, l'atelier devient l'atelier Vice. Ambiance Miami Vice. Palmiers, néon, couleurs pastel, DJ set rétro, animation festive et expérience immersive. Billets obligatoires en vente au bistrolatelier.com. Xport Auto. On va te trouver un véhicule rapidement, on va te le vendre moins cher qu'ailleurs et en super bon état. La plupart de nos véhicules ont une garantie de 4 ans. Suis-nous sur Facebook ou passe nous voir au 2703 Président Kennedy, xportauto.com. Pour tes travaux de clôture cet été, appelle Clôture Terrien. Composite, aluminium, verre trempé, ils ont les meilleurs prix du marché. Et avec 4.9 étoiles sur Google, satisfaction garantie. 5200 Armand-Villot, clôtureterrien.com. Depuis plus de 15 ans, le groupe GSC vous offre des formations bilingues et hybrides pour réussir vos examens de la RBQ. À Laval, Brossard, Gatineau et Québec, au 1995 Franck Carrel, groupe GSC, formé pour bâtir.
Ce samedi et dimanche chez Club Piscine, c'est le week-end en folie édition barbecue. Équipez-vous comme un chef en profitant de rabais de feu sur les plus grandes marques de grill, dont la gamme Prestige de Napoléon. Et à l'achat d'un barbecue sélectionné en magasin, on vous donne un tablier en cadeau et vous pourrez tourner la roue chanceuse Olimel. Près de 20 000 $ en prix à gagner, dont 1 an de viande fraîche marinée. Toutes les participations sont gagnantes. L'événement à ne pas manquer pour griller tout l'été, c'est pour 2 jours seulement chez Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis. Cette semaine chez Maxi, on écrase les prix. Le poulet entier à 1,99 $, 4,39 le kilo. Les bleus à 2,69 $. Le fromage Saputo PC à 5,77 $. Ah, ouais, c'est pas mal écrasé ces prix-là. Plus de détails en circulaire et chez Maxi. Salut, c'est Carbo. Pour le traitement de ma voiture, je fais confiance à Crown, une entreprise familiale canadienne qui connaît les conditions d'ici. Vous aussi faites traiter votre voiture à l'antirouille Crown et économisez 10 $. Visitez le crown.com pour trouver nos 6 centres de la grande région de Québec. Paradis, paradis. Jusqu'à dimanche, chez Paradis, c'est la semaine du palmier. À partir de 17,95, vous trouverez une immense variété de palmiers, du plus petit au plus grand. Paradis, jardins et accessoires. Membres Botanix, on cultive le bonheur. Le F-150 2026 débarque chez Lévis Ford. Des dizaines de camions en stock et des offres qui frappent fort. Jusqu'à 7 000 $ de rabais ou 0% d'intérêt. Passez nous voir dès aujourd'hui. Lévis Ford, le meilleur service, le meilleur prix. Salut, c'est Max de Barbecue Québec. On connaît tous quelqu'un qui a un barbecue Napoléon depuis 15 ans et qui fait les meilleurs steaks avec son fameux infrarouge. Ben là, c'est à ton tour. Ça fait plus de 15 ans que notre équipe vit et respire le barbecue. Viens jaser avec des passionnés. Barbecue Québec, Québec, Boucherville et Laval et au barbecuequebec.com. Bon barbecue. Tu as un projet de rénovation et tu sais pas par où commencer? Appelle le groupe Nanook 581-985-6949 ou visite nanuq.ca. Financement disponible. Modernisez votre intérieur, transformez votre façade ou agrandissez votre propriété avec le groupe Nanook. Grâce à notre expertise, notre équipement spécialisé et nos partenaires de confiance, nous créons des espaces de vie durables, élégants et adaptés à vos besoins. En 1970, Matelas Dauphin fabriquait, vendait et garantissait ses tout premiers matelas. 56 ans plus tard, Matelas Dauphin est devenu l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Pour souligner son 56e anniversaire,